artérielle systolique supérieure ou égale à 14 et ou une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90, au moins à 2 reprises. Donc la mesure doit être faite au repos, sans facteur stressant, en décubitus latéral gauche ou en position semi-assise, à distance de l'examen gynécologique, avec un brassard adapté à la morphologie de la patiente. Donc il faut qu'il y ait toutes ces conditions au moment de la prise de la tension artérielle pour parler d'HTA. D'HTA gravidique. Donc, on a plusieurs entités. On a l'HTA gravidique, c'est une HTA qui est apparue après 20 semaines chez une femme qui était jusque-là normotendue, sans protéinurie associée et qui généralement disparaît avant la fin de la 6e semaine du postpartum. Donc, ça, c'est la définition de l'HTA gravidique. Ensuite, on a la prééclampsie. C'est l'association toujours, à partir de 20 semaines, d'une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 14, diastolique supérieure ou égale à 90, à 2 reprises, toujours, avec une protéinurie des 24 heures supérieure à 0,3 g par 24 heures, ou une bandelette urinaire plus de 2 croix. Après, il faut toujours faire le diagnostic différentiel parce que parfois, il y a des infections urinaires où on a plus de 2 croix de protéines. Donc, toujours, il faut avoir le réflexe de demander la protéinurie des 24 heures quand on a une bandelette avec plus de 2 croix de protéines. Ensuite, il faut savoir que les œdèmes qui sont souvent présents lors de la prééclampsie ne sont pas un critère ni de diagnostic ni de gravité. Ils peuvent être, après, ils peuvent nous orienter. Lorsqu'ils sont diffus, de constitution brutale ou majeure. Après, on parle de prééclampsie surajoutée lorsque c'est une patiente qui est suivie pour HTA chronique, et puis pendant la grossesse présente une protéinurie des 24 heures supérieure à 0,3 g par 24 heures. Donc, ensuite, on a l'HTA chronique. C'est une patiente qui était suivie pour HTA, ou donc le diagnostic de l'HTA a été fait avant 20 semaines, ou si elle persiste après 6 semaines du postpartum. Donc là, c'est une HTA chronique. Donc, on définit 3 entités, l'HTA gravidique, la prééclampsie, l'HTA chronique. Dans la prééclampsie, on a la prééclampsie surajoutée sur HTA chronique. Voilà. La classification, donc c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est le Collège américain de gynécologie obstétrique qui a classé ça. Donc, on a la prééclampsie, l'HTA chronique, l'HTA chronique avec prééclampsie surajoutée et l'HTA isolée ou transitoire donc de la grossesse. C'est l'HTA gravidique. La fréquence, il faut savoir que ça se voit assez souvent. Et donc, voilà, donc l'intérêt, c'est que l'HTA gravidique, la prééclampsie, ça constitue une GHR, donc une grossesse à haut risque maternel et fœtal. Donc, il est très important de dépister cette pathologie pendant la grossesse. Il est très important d'en faire le diagnostic, de traiter. Pourquoi? Parce que c'est un facteur de risque donc, de grossesse à haut risque, donc c'est un facteur de risque de morbidité et de mortalité maternelle et fœtale. Alors, la physiopathologie de la prééclampsie, ça c'est un chapitre qui est important. Alors, c'est quoi la physiopathologie de la prééclampsie? Donc, il faut savoir que l'HTA gravidique et la prééclampsie, oui? Oui, je vous entends. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un souci? Non, il vous demande juste d'activer le mode diapo parce que donc, l'écran est petit. Ah, d'accord. Activez le mode diapo, il est en haut. Voilà. Ah, je sais. Merci. Je vous en prie. Donc, la physiopathologie de la prééclampsie, donc, j'étais en train de vous dire. Alors, il faut savoir que l'HTA et la prééclampsie, ce n'est pas une pathologie, c'est pas ça la pathologie, c'est pas l'HTA, la pathologie, c'est pas la prééclampsie. L'HTA et la prééclampsie, c'est une symptomatologie de la pathologie. Donc, c'est quoi la pathologie? C'est un défaut d'invasion trophoblastique. Donc, il faut savoir que lors du premier trimestre, lorsqu'il y a l'anidation, puis il y a la constitution du trophoblaste, après, il y a une invasion qui va se faire au niveau de l'endomètre et du myomètre. L'invasion de ce trophoblaste, donc il va envahir l'endomètre, il va faire une néovascularisation, il va envahir les artères spiralées utérines. Et quand il va envahir ces artères spiralées, ces artères, elles vont changer donc, de constitution. Initialement, elles avaient une média, elles étaient résistantes. Et puis, dans la grossesse normale, elles perdent leur média. Et puis, il y a la résistance qui diminue. Et ça permet quoi? Ça permet le passage optimal du sang de la maman vers le bébé. Donc, après, dans la pathologie de l'HTA gravidique et de la prééclampsie surtout, on a un défaut d'invasion.
où on a cette invasion qui va mal se faire. Et ça résulte à quoi? Donc, il va y avoir ces artères spiralées qui vont garder leurs médias. Donc, il va y avoir une résistance au passage du sang de la mère vers le fœtus. Et puis, ce problème-là d'irrigation, ça va faire qu'il va y avoir une libération de facteurs. Donc, quand le bébé ne reçoit pas assez de sang, le placenta il va libérer des facteurs pour qu'il reçoive plus de sang. Et ces facteurs-là, ils vont augmenter la tension artérielle de la maman pour qu'elle puisse envoyer plus de sang vers le bébé. Donc, c'est cette invasion-là, c'est ce défaut de perfusion qui va faire qu'il y aura cette symptomatologie d'HTA. Et puis, dans ces facteurs-là que le placenta va envoyer pour augmenter la tension artérielle, il y a des facteurs qui vont être néphrotoxiques, qui vont faire qu'il va y avoir une toxicité glomérulaire. Donc, il va y avoir une perte de protéines. Et donc, tout ça, ça fait la physiopathologie de la prééclampsie. Donc, réellement, la prééclampsie, ce n'est pas la pathologie. La pathologie, c'est le placenta, c'est ce placenta-là, c'est cette invasion trophoblastique qui n'a pas été bien faite. Donc, le vrai traitement de la prééclampsie, c'est l'extraction. Le traitement HTA, c'est un traitement, les antihypertenseurs, etc., c'est un traitement symptomatologique. C'est juste pour gagner du temps. Pour gagner du temps, pour permettre au bébé donc de gagner du temps à l'intérieur du ventre de sa maman pour avoir une viabilité optimale. Voilà, donc ça, après, il faut savoir que cette diminution du débit placentaire peut entraîner des lésions ischémiques placentaires. Et ces lésions ischémiques placentaires, ça va encore plus aggraver cette insuffisance placentaire. Après, dans les théories aussi, en plus dans les théories de cette mauvaise invasion, il y a plusieurs théories qui ont été lancées. Donc, on a les phénomènes immunologiques. Il y en a qui disent que cette mauvaise invasion du trophoblaste est souvent due à un problème immunologique. C'est quoi qui a fait qu'il y a eu cette théorie? C'est parce qu'ils ont remarqué que les femmes primipares, donc quand c'est une patiente qui est récemment mariée et qui fait directement une grossesse, elles ont tendance à faire plus de prééclampsie et d'HTA gravisique. Ils ont remarqué que les femmes qui ont recours par exemple aux dons de spermatozoïdes, c'est-à-dire ils ont remarqué que les femmes qui n'ont pas eu beaucoup de contact avec le sperme de leur mari, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu beaucoup de durée entre le moment du mariage ou le moment du début des rapports et le moment de la grossesse, ces femmes-là, elles faisaient plus de prééclampsie. Donc là, ils se sont dit, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène immunologique et ce phénomène immunologique, c'est dû à la mauvaise reconnaissance des antigènes paternels et c'est ça qui va faire la prééclampsie. Donc ça, c'est la première théorie. Après, la deuxième théorie, c'est les facteurs génétiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué que quand la maman ou les sœurs font une prééclampsie, eh ben, on a tendance à avoir plus de risques de prééclampsie. Après, il y a les facteurs qui sont liés à l'insuffisance placentaire, bien sûr, une surdistension utérine. Les grossesses gémellaires, ils ont plus tendance, les femmes ont plus tendance à faire des prééclampsies. Tout ce qui est maladie qui altère l'endothélium vasculaire, donc tout ce qui provoque des petites thromboses, lupus, diabète, tout ce qui provoque des troubles vasculaires, etc. Tout ça, ça peut être lié au problème d'insuffisance placentaire et donc donner une prééclampsie. Les facteurs de risque, alors il y en a plus que ça. Là, je vous ai mis les plus importants, enfin à peu près quelques-uns des plus importants. On a, comme je vous ai expliqué, voilà, par exemple, là, on n'a pas cité tout ce qui est prémipare, etc. L'âge, les âges extrêmes, l'obésité, tout ça, c'est des facteurs de risque. Le diabète gestationnel, les pathologies rénales, tout ce qui est antécédent familial ou personnel de prééclampsie, le SAPL, le stress, l'altitude, les grossesses multiples, le tabac, la période d'exposition préalable au sperme, donc comme je vous ai expliqué, le changement récent de partenaire, l'utilisation prolongée de préservatifs. Pourquoi? Parce que comme je vous ai expliqué, la théorie immunologique pour eux, c'est quand il n'y a pas eu beaucoup de contact avec le sperme du conjoint qu'il y a cette réaction aux antigènes paternels. Ensuite, les grossesses obtenues par insémination sur sperme de donneur et la faible fréquence des rapports sexuels. Donc tout ça, ça fait partie des facteurs de risque de la prééclampsie. Ensuite, le diagnostic. Donc on a, bien sûr, il faut passer par l'interrogatoire, faire un bon interrogatoire pour chercher les facteurs de risque. Ensuite, on a l'examen clinique avec les signes généraux. Donc on a la prise pandérale rapide. C'est-à-dire que ces patientes, généralement, ça, c'est dû à quoi? La perte de protéines, ça fait qu'on va avoir une rétention hydrosodée des œdèmes, donc on va avoir une prise pandérale rapide.
le calcul de l'IMC à la recherche d'une obésité, les signes fonctionnels, les signes de prééclampsie. Alors là, ça fait partie des signes de gravité. C'est les céphalées en casque, les troubles visuels, les troubles auditifs, les douleurs épigastriques en barre, c'est ce qu'on appelle le signe de Chaussier. C'est un des signes de sévérité de la prééclampsie. Quand il y a ces signes-là, ça veut dire que c'est une prééclampsie sévère. Après céphalée, c'est quand c'est résistant au traitement. Les nausées, vomissements, diminution des MAF. Bon, diminution des MAF, c'est subjectif. Alors, les signes physiques. Les signes physiques, on a l'HTA, bien sûr. Donc, c'est le principal élément diagnostique. Quand c'est supérieur, comme on l'a dit dans la définition, supérieur ou égal à 14, supérieur ou égal à 90. Elle peut être classée selon la sévérité en modéré, marqué, sévère, selon les chiffres tensionnels. C'est sévère à partir de marqué à partir de 16-11, sévère à partir de 18. Après, la protéinurie, ça fait aussi partie du diagnostic de prééclampsie. Les œdèmes, comme je vous ai dit, ça oriente, mais ça ne fait pas partie du diagnostic, mais ça fait partie de notre examen clinique. L'hyperréactivité ostéotendiniste, les réflexes, c'est les patients qui ont une prééclampsie sévère, on a tendance à avoir des réflexes polycinétiques. L'examen obstétrical, c'est la palpation utérine, chercher est-ce qu'il n'y a pas un utérus tendu qui va évoquer un HRP, est-ce qu'il y a la hauteur n'est pas suffisante, parce que s'il y a une insuffisance, ça va nous orienter vers un retard de croissance intra-utérin qui est très fréquent dans les prééclampsies. Pourquoi? Parce que comme je vous ai expliqué, le bébé ne reçoit pas beaucoup de sang. Donc s'il ne reçoit pas beaucoup de sang, il va avoir un retard de croissance. L'auscultation des bruits cardiaques fœtaux, le toucher vaginal pour apprécier l'état du col, chercher des métroragies. Ensuite, donc ça c'est l'examen clinique. Ensuite, on va passer à l'examen paraclinique. L'examen paraclinique, donc déjà on a le bilan biologique. Bien sûr, une patiente qui consulte, qu'on va probablement hospitaliser, on demande un groupage sanguin, un résus. Ensuite, on va demander tout ce qui est TP, TCK, fibrinogène à la recherche de troubles de l'hémostase, parce que prééclampsie sévère, ça peut être associé à un HELP syndrome. C'est quoi le HELP syndrome? C'est HE pour hémolyse, EL pour elevated liver, c'est les hormones hépatiques qui vont être augmentées. Généralement, ça veut dire qu'il y a une cytolyse, ça veut dire qu'il y a les azates et les alates qui vont augmenter. Et LP, c'est low platelet, c'est la thrombopénie. Donc, quand on a ces trois facteurs, on parle de HELP. HE, c'est hémolyse, donc on a l'hémoglobine qui va diminuer, les aptoglobines qui vont augmenter, on va avoir présence de schizocytes. C'est les signes de l'hémolyse. EAL, c'est elevated liver, c'est augmentation des enzymes hépatiques, azat, alat, c'est un signe de cytolyse hépatique. Et LP, c'est low platelet, c'est une diminution des plaquettes. Donc, on va avoir une thrombopénie inférieure à 100 000. Donc, dans notre formule, dans notre bilan biologique chez une patiente qui va consulter, déjà, on va chercher tout ça. Donc, on va d'emblée chercher les complications. On va demander une formule, vérifier le taux d'hémoglobine, vérifier les plaquettes. En principe, on demande aussi la LDH, les schizocytes, l'aptoglobine. Donc, tout ça, c'est des signes d'hémolyse. Nous, malheureusement, on n'a pas ces paramètres dans nos laboratoires. Donc, généralement, on ne demande que le strict minimum. Il faut savoir que tout ça, il faut les demander. On est censé aussi demander donc, le TP, le bilan d'hémostase, l'uricémie. Pourquoi? Parce que quand elle est augmentée, ça nous oriente vers... Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà, ça nous oriente vers une prééclampsie sévère. Ensuite, le bilan hépatique, les dosages enzymatiques, donc azat, alat, ça nous évoque une cytolyse. Le bilan urinaire, alors ça fait partie des signes de gravité. Une oligurie inférieure à 500 ml par mètre 4, c'est un critère de sévérité. La protéinurie des mètres 4 supérieure à 0,3, ça fait partie du diagnostic de prééclampsie, mais si elle est supérieure à 3 grammes, ça veut dire qu'elle est sévère, la prééclampsie. La créate, pourquoi la créate? Parce que pour chercher une insuffisance rénale débutante, parce que parmi les complications de la prééclampsie, on a l'insuffisance rénale. Un ECBU, c'est pour s'assurer, c'est pas que la protéinurie n'est pas faussée, parce que parfois on a 2-3 croix de protéines, et puis quand on fait le CBU, il y a une infection urinaire, et dès que l'infection est traitée, là, ça diminue.
Donc, d'où l'importance de toujours faire une protéinurie des 24 heures. Toujours faire une protéinurie des 24 heures. Ensuite, on fait le bilan d'HTA. Ça, c'est surtout quand on suspecte une HTA chronique. Donc, on fait un ECG et un fond d'œil. Le bilan fœtal. Donc, une fois qu'on a demandé toute la panoplie de bilan maternel, on va passer vers le fœtus. Donc là, on va faire le RCF pour s'assurer qu'il n'y a pas de trouble du rythme. On va faire l'échographie fœtale pour s'assurer est-ce qu'il n'y a pas de retard de croissance, est-ce qu'il n'y a pas un oligamiose. Donc tout ça, c'est un signe de sévérité de la prééclampsie, le retard de croissance et l'oligamiose. On va voir le placenta, est-ce qu'il y a des signes de décollement placentaire. On va voir la viabilité, la vitalité fœtale, c'est le score de Manning. On va faire les Dopplers. C'est quoi les Dopplers? C'est les Dopplers. Bon, Doppler des artères utérines, c'est surtout premier, deuxième trimestre. C'est pour le dépistage plus de tout ce qui est chez les patientes. Généralement, on le fait chez les patientes qui ont des facteurs de risque de refaire une prééclampsie. Mais les vrais Dopplers, ce n'est pas les Dopplers des artères utérines. C'est les Dopplers ombilicales, le Doppler cérébral et le Doppler du ductus venosus. Donc, ces trois Dopplers-là, on a le Doppler ombilical. On peut observer une augmentation des résistances, un index diastolique nul. Là, généralement, il faut hospitaliser la patiente. Il faut probablement extraire assez vite, surtout si le bébé est viable et qu'il est à plus de 34 semaines. Et parfois, c'est un index diastolique qui est négatif, c'est ce qu'on appelle reverse flow. Si le Doppler ombilical est pathologique, on fait le Doppler cérébral. Parce que comme je vous ai expliqué, alors, le bébé, quand il ne reçoit pas assez de sang, il va essayer donc d'économiser et de privilégier les organes nobles. Donc, c'est quoi les premières réactions? Les premières réactions du bébé qui ne reçoit pas, qui commence à souffrir, qui ne reçoit pas beaucoup de sang, déjà, il arrête de bouger. On va avoir les masses qui vont diminuer. Il ne reçoit pas beaucoup de sang, donc il va diminuer. Il va avoir une diurèse qui va être diminuée. Donc, on va avoir le liquide amniotique qui va diminuer. Ensuite, il va y avoir une vasoconstruction périphérique, une vasodilatation des organes nobles. C'est quoi les organes nobles? C'est le cerveau, le cœur et la surrénale. Donc, on va avoir une vasodilatation cérébrale. Donc, quand on fait notre Doppler-là, notre Doppler ombilical et cérébral, c'est pour chercher ces signes-là de début d'adaptation du fœtus à la souffrance. Donc, tout ça, voilà, ça fait qu'on va diagnostiquer un début de souffrance et on va pouvoir peut-être agir avant qu'il ne soit trop tard. Les critères de sévérité. Alors, les critères de sévérité, c'est très important dans le cours de la prééclampsie. Parce que c'est ça qui va faire qu'on va prendre en charge notre patiente rapidement, peut-être extraire, si l'âge gestationnel le permet, on va hospitaliser, etc. C'est quoi les critères de sévérité? C'est pression artérielle systolique supérieure ou égale à 16, diastolique supérieure ou égale à 11, une HTA modérée mais associée à des douleurs quand il y a présence de douleurs épigastriques, nausées, vomissements, céphalées résistantes au traitement, réflexe ostéotendineux, hyperréactivité, troubles visuels. Bon, ictère plus ou moins, ictère, vous pouvez l'enlever parce que ictère, généralement, ça témoigne d'une hémolyse. Qui dit hémolyse dit HELP. Donc, HELP, c'est une complication de la prééclampsie. Et là, généralement, ça veut dire qu'il y a urgence dans la prise en charge. La protéinurie supérieure à 3 grammes par litre, c'est un critère de sévérité. L'oligurie, lorsqu'on a une diurèse inférieure à 500 litres, hein, on est d'accord. C'est pas possible de faire 500 litres de pipi par jour. C'est 500 millilitres par jour. La créatinémie supérieure ou égale à 12 mg. Tout ça, c'est des critères de sévérité. Alors, s'il vous plaît, ce n'est pas la peine de me dire le jour de l'examen, vous avez écrit 500 litres dans le cours. D'accord? Ce n'est pas possible de faire pipi 500 litres, s'il vous plaît. Donc, une éricémie supérieure à 60, une thrombopénie inférieure à 100 000, une hémolyse. Alors là aussi, je vais corriger parce que généralement, j'explique pendant le cours, mais à chaque fois, on vient me dire sur donc. L'hémolyse, c'est l'hémoglobine qui est effondrée. Et la cytolyse, je vais expliquer, c'est azate et alate supérieure à 3 fois la normale. Voilà. Comme ça. Parce que j'ai déjà présenté ce cours, j'ai expliqué que c'était juste une erreur de frappe. Après, on est venu me dire que c'était mon erreur.
Donc voilà, là, on va corriger. Voilà. Et aussi, parmi les critères de sévérité, on a les critères fœtaux. Les critères fœtaux, c'est-à-dire que quand on a un retard de croissance intra-utérin ou et un oligamiose, alors je vais ajouter oligamiose, quand on a ces deux critères-là, ça veut dire que c'est une prééclampsie sévère. Voilà. Donc, ça, c'est les critères fœtaux. Donc, on a les critères maternels et les critères fœtaux. Quand on a ces signes-là, c'est-à-dire que c'est une prééclampsie sévère. Et là, généralement, il faut prendre en charge rapidement la patiente, l'hospitaliser, faire le traitement symptomatologique, surveiller de près cette patiente parce qu'elle peut nous faire des complications à n'importe quel moment. Et voilà, c'est quoi les complications? Alors là, on va passer aux complications. C'est aussi important. Donc, on a l'HRP, le HELP. Je vous ai expliqué c'est quoi le HELP. Les troubles de la coagulation, c'est la CIVD. La crise d'éclampsie, donc pré-éclampsie, c'est donc déjà par définition, c'est tous les signes avant-coureurs d'une éclampsie. C'est quoi l'éclampsie? C'est une crise tonico-clonique. Donc, c'est une urgence de prise en charge. Il faut extraire en urgence, rapidement admettre la patiente en, au bloc et puis faire la césarienne rapidement et mettre le traitement. Ça peut donner, donc, quand la pression artérielle augmente, on peut avoir des accidents vasculaires cérébro-hémorragiques, cérébro-méningés, on peut avoir des décollements de la rétine, un OAP, une insuffisance rénale aiguë. Tout ça, ça fait partie des complications de la prééclampsie. Donc, les complications fœtales, c'est les souffrances. Donc, la souffrance chronique, on l'a vu, c'est le retard de croissance. Généralement, c'est un retard tardif qui apparaît au troisième trimestre. S'il est précoce, c'est pas bon. C'est-à-dire que généralement, c'est pas une grossesse qui va finir. S'il est très, très précoce, d'ailleurs, généralement, si c'est très, très précoce, on fait systématiquement un bilan de thrombophilie. C'est-à-dire probablement la patiente, elle a un terrain de thrombophilie. Et souvent, ailleurs, il faut même des interruptions médicales de grossesse. Donc, une patiente qui fait une prééclampsie sévère à 22 semaines et un retard de croissance, on est pratiquement sûr que, de un, on va risquer, surtout si c'est une patiente qui a beaucoup d'enfants, on va risquer la vie de notre maman et le bébé, il va probablement pas survivre parce qu'il est en retard de croissance et qu'il est très très loin du terme de viabilité. Donc, le diagnostic, déjà, il est clinique. Déjà, on va être orienté parce qu'en principe, à chaque examen, chaque mois, on prend la hauteur utérine. Donc, à chaque fois qu'on prend la hauteur utérine, on suspecte, si elle est insuffisante, on suspecte un retard de croissance. Et là, on va faire notre échographie. On va vérifier est-ce qu'il y a un retard de croissance, une cassure, une stagnation des biométries fœtales. Donc, en premier, il touche le périmètre abdominal. Ensuite, on a l'oligamiose. L'oligamiose, je vous ai expliqué, c'est la diminution du liquide amniotique qui est liée à la diminution de la diurèse fœtale, qui est liée à la diminution donc de l'irrigation sanguine fœtale. Pourquoi? Parce qu'il y a une insuffisance placentaire. Après, sur l'insuffisance chronique, il peut y avoir une insuffisance fœtale aiguë associée. Ça peut être associé soit à un HRP ou à une crise d'éclampsie. On peut avoir une MIU, surtout c'est sur les prééclampsies sévères avec retard de croissance précoce ou sur complications aiguës comme HRP ou crise d'éclampsie. On a bien sûr la prématurité induite. Parce que souvent, chez ces patientes, quand on a des signes de gravité, que le bébé il est viable, on va faire une césarienne pour sauver le bébé et pour sauver la maman. Et donc là, on va induire nous-mêmes une prématurité. Et donc une morbidité qui va être liée à cette prématurité. La prise en charge, donc on a le traitement symptomatique, c'est tout ce qui est mesures générales, repos, repos non strict. Généralement, on demande la position des cutis latérales gauche pour améliorer la perfusion placentaire. L'hospitalisation, si c'est une HTA mal équilibrée, s'il y a des signes de gravité, elle se fait en unité de GHR dans une salle en principe qui devrait être individuelle ou calme. Malheureusement, chez nous, il y a une seule unité de GHR qui couvre une grande zone géographique. Donc, souvent, parfois, c'est même des patientes qui sont à 2 sur le même lit, parfois même à 3 sur le même lit. Et ça, malheureusement, c'est dû au fait que, voilà, il n'y a pas de structure, il n'y a pas beaucoup de structure pour la prise en charge de ces femmes-là. Et voilà. Donc, leur prise en charge, elle est médiocre et on n'a pas une prise en charge optimale. Donc,
Le traitement antihypertenseur, c'est un traitement symptomatique. En principe, on donne un traitement intraveineux, donc parentéral, si on a une pression supérieure à 16-11. Après, il faut toujours s'assurer que la pression ne descende pas sous 13,8. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, la tension artérielle maternelle, elle est montée. Pourquoi? Parce que le bébé ne reçoit pas beaucoup de sang. Donc, si on baisse la tension artérielle d'un coup, on risque d'avoir un arrêt de la perfusion du sang vers le bébé. On risque de provoquer nous-mêmes une hypoxie fœtale. Donc, il faut faire attention. La baisse de la tension, elle doit vraiment être graduelle. Plusieurs antihypertenseurs sont autorisés. Donc, on a les inhibiteurs calciques, nicardipine surtout, la nifedipine aussi. Les présol pas beaucoup, les bêta-bloquants, c'est la bétalol. Les antihypertenseurs centraux, surtout, on utilise surtout le méthyldopa, c'est l'aldomètre. Chez la femme enceinte, alors, il y a une contre-indication absolue, attention, attention, aux ARA2, aux IEC, aux diurétiques et au régime sans sel. Il ne faut jamais conseiller une patiente de faire un régime sans sel. Le traitement étiologique, comme je vous ai dit, tout ce dont on vient de parler, c'est le traitement symptomatologique, donc c'est pour traiter l'HTA, mais l'étiologie, c'est la grossesse. Le seul traitement étiologique, c'est l'arrêt de la grossesse, l'extraction fœtale. Donc, le voie d'accouchement va dépendre de l'état maternel, fœtal et des conditions. Les mesures associées, c'est prévoir une corticothérapie avant 34 semaines si on a une prééclampsie sévère. Donc, ça fait partie des zéros si vous ne le donnez pas. Une patiente qui est hospitalisée pour une prééclampsie sévère à 30 semaines, on donne systématiquement une corticothérapie. Parce que si elle est hospitalisée, c'est-à-dire qu'on va peut-être extraire, à n'importe quel moment, on peut être amené à extraire. Et donc, il faut mettre la corticothérapie. Comme ça, même si le bébé est extrait à un terme prématuré, on aura au moins amélioré et diminué sa morbidité. Donc, prééclampsie, corticothérapie avant 34 semaines. Prévention des complications thromboemboliques, c'est les bas de contention, parce que pendant la grossesse, on a les facteurs de coagulation qui augmentent de manière physiologique. Associé à ça, si en plus la patiente elle reste en décubitus latéral, pendant toute la journée, c'est un facteur de risque qui va être surajouté. Donc, il faut mettre des bas de contention. Ensuite, on a la surveillance. Le rythme de la surveillance va dépendre de la sévérité. On a la surveillance clinique, c'est tout ce qui est tension artérielle, les signes cliniques, la diurèse, voilà, la prise de poids. En principe, on devrait prendre le poids chaque jour. Tout ça, ça fait partie de la surveillance clinique. Ensuite, on a la surveillance fœtale, c'est tout ce qui est ERCF 3 à 4 fois par jour, les MAF, etc. Et la surveillance biologique, c'est soit une fois par semaine, soit quand c'est une prééclampsie sévère, ça peut être à 2 fois, ça peut être une fois toutes les 48 heures, ou ça peut aller jusqu'à 2 fois le même jour, quand on suspecte un début de HELP, par exemple. Voilà, donc signe de gravité, diurèse. La biologie, c'est ce que je vous ai dit. Voilà, donc ça, c'est la surveillance maternelle. La surveillance fœtale, c'est le RCF, les MAF, l'échographie obstétricale. Alors, on ne va pas s'amuser à faire une échographie de croissance tous les jours, d'accord? La croissance, c'est toutes les 2 à 3 semaines, qu'on soit bien d'accord. Donc, on vérifie la quantité, les Dopplers. Le devenir et la prévention. Donc, ces patientes-là, dans leur consultation, donc généralement, on a la consultation du postpartum, dans la consultation de 3 mois après l'accouchement, il faut prévoir un bilan vasculorénal complet. C'est-à-dire, si elle faisait une protéinurie, on va s'assurer qu'elle ne fait plus de protéinurie. On va lui demander déjà, après la sortie de l'hôpital, de faire une courbe de tension. On va faire un bilan vasculorénal, vérifier s'il n'y a pas une pathologie rénale qui est passée inaperçue. Si ce n'est pas une HTA chronique, on va prévenir sur le risque de récidive lors d'une prochaine grossesse. Si c'est une prééclampsie très sévère et précoce, on va faire le bilan de thrombophilie. C'est-à-dire qu'on va chercher tout ce qui est facteur de thrombophilie, tout ce qui est lupus, sable, protéines C, protéines S, etc. Donc, je ne vais pas vous encombrer avec tout ça. Et on a la prochaine grossesse, il faut mettre le traitement préventif, c'est l'aspirine, 100 mg par jour jusqu'à 35 semaines. Ensuite, bien sûr, la grossesse suivante, il faut bien la suivre. Il faut bien faire les estimations, la croissance fœtale et bien suivre les Dopplers durant toute la grossesse. La conclusion, donc l'HTA, la prééclampsie, c'est une grossesse à haut risque maternel et fœtal.
ça expose à un risque accru de mortalité maternelle et fétale. Donc, d'où l'intérêt de dépister et de prendre en charge précocement cette pathologie. Voilà. Et merci.